Alors, je vais vous parler de plein de choses de ce que je fais actuellement avec notre ONG. C'est pas la peine de prendre des notes, vous allez avoir les slides, je vais les mettre sur SlideShare. Et puis, à l'occasion, j'ai fait une conférence qui s'appelle Agilis for the Planet grâce à Steve Evers il y a 15 jours. Et j'ai mis dans un petit starter kit, alors il est en anglais, la plupart des outils dont je vais vous parler aujourd'hui, et ce que j'utilise donc dans des contextes humanitaires. Donc il y a un QR code, mais vous aurez tout ça, vous pourrez le télécharger, et puis vous pourrez vous en servir par la suite. Alors, l'idée c'est de vous présenter un peu aujourd'hui là où j'ai emmené l'agilité. Donc je ne vais pas repartir sur mon parcours parce qu'il y en a beaucoup qui me connaissent. Mais globalement, donc, je vais avoir 57 ans à la fin de l'année. J'ai tout plaqué quand j'en ai eu 55 et c'était un projet que je menais de longue date. Puis quand je suis rentré d'expatriation d'Inde à 40 ans, j'étais dit j'ai bossé 15 ans, je suis OK pour en mettre 15 sur la table, mais après je veux être peinard, je veux être libre. Moi je suis un grand voyageur et puis de pouvoir aider aussi cette planète à aller bien. Donc c'est un long projet de 15 ans qui m'a permis d'arriver à ça. Et même si j'ai anticipé les choses en créant l'ONG à mes 50 ans, alors c'était juste avant le Covid, pour commencer à donner un peu de structure. Donc c'est en décembre 2023 que j'ai pu mettre fin à mes activités commerciales de coach de transformation d'organisation pour me consacrer à ce projet. Je vais commencer par... Ah, on peut revenir en arrière. Je vais vous faire des petites photos qui seront un peu plus probantes de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc la première expérience que j'aime bien partager, c'est au Sri Lanka, où je retourne d'ailleurs au mois de janvier pour la 3e fois. Et là-bas, en fait, c'est au travers d'un trek, un très beau trek d'ailleurs, si vous aimez faire du trek, qui s'appelle le Pekoe Trail. Donc c'est 300 km qui traversent toutes ces belles plantations de thé qui sont merveilleuses. Et quand on se balade là-dedans, on découvre la population des cueilleuses de thé de leurs familles qui sont réduites à l'esclavage aujourd'hui. C'est des populations qui ont été importées là-bas il y a 200 ans par Sir Lipton. Ce sont des populations hindoues, donc qui viennent de l'Inde du Sud, et ils vivent dans des conditions déplorables. Typiquement, les femmes, pour pouvoir vivre ou survivre, gagner 1 à 2 euros par jour, doivent ramasser à peu près 20 kilos de feuilles de thé, quelles que soient les conditions météo. Avec les sangsues, les cobras, les abeilles, enfin tout le truc, quoi. Et il se trouve que dans ces régions-là, donc c'est des vallées très encaissées, il y a des jeunes évidemment qui vivent et il y a une tendance suicidaire chez ces jeunes aujourd'hui qui ne voient pas trop d'avenir. Et au travers de ce trail, j'ai eu l'occasion de rencontrer un Anglais, Tim Pear, qui a créé une ONG il y a 15 ans, qui comme nous avec sa femme, avait découvert ça et avait décidé de poser ses valises pour aider ces jeunes-là qui, à partir de 18 ans, ont passé un bac qui malheureusement ne vaut pas grand-chose là-bas, et de leur donner de l'espoir. Et donc je suis rentré en contact avec eux pour leur apporter ce que j'aime bien, les pratiques, la culture agile, etc., pour notamment développer l'employabilité chez ces jeunes. Et puis il y en a beaucoup qui ont envie de monter des micro-entreprises locales pour pouvoir développer un peu de business, un peu de revenus et aider leur communauté. Donc si vous regardez bien sur ces slides, il y a des outils que vous devez connaître, les agilistes. Il y a le Value Proposition Canva, typiquement de Strategizer, qu'on utilise là-bas. On va leur faire du Lean Canva. On va leur faire travailler avec tous ces outils-là qui viennent du monde des entreprises innovantes et agiles. Et évidemment, on va les faire travailler dans un esprit que on aime bien dans la culture agile, c'est-à-dire j'arrive pas comme le grand sage qui sait tout, mais on va faire des ateliers, et des ateliers qui me passionnent, donc dialogiques, où on va créer des espaces génératifs de solutions. Cette ONG a grandi, elle vient d'ouvrir son 6e centre, il s'occupe d'à peu près 500 jeunes chaque année. Donc, de par le fait, c'est les premiers jeunes qui sont devenus accompagnants, enseignants, puis il y en a qui sont devenus un peu managers. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le type d'enseignement qu'il y a là-bas est très descendant, très instructionnel, brise complètement la pensée créative, la résolution de problèmes, le travail en équipe. Donc, on va transmettre à ces enseignants-là aussi nos techniques de pédagogie dialogique. Et évidemment, il va falloir le faire aussi au niveau du management. Donc, je leur ai aussi apporté tout un tas de choses autour du management 3.0 que j'aime bien, et notamment pour vraiment travailler sur les motivations intrinsèques, travailler sur l'art de la délégation, ce genre de choses. Donc, en bas, on les voit jouer. Là, si vous regardez ici, ils sont au Delegation Poker. Là, il y a les Moving Motivators. Et puis, si vous repérez un peu les petites cartes qu'on voit là-bas, on leur enseigne aussi
à utiliser beaucoup, et ça je remercierai Anne qui est présente dans la salle, les liberating structures, puisque Anne a fait pas mal de choses pour éveiller la communauté sur ce sujet-là. Et puis, moi, j'aime bien ça, comme Aurélien qui était là aujourd'hui, je ne sais pas s'il est parti, mais c'est ma femme qui s'en charge. On leur apporte aussi des techniques de facilitation graphique, pas pour le plaisir de faire des dessins, évidemment, mais pour générer des nouvelles interactions entre les personnes et toujours favoriser, en fait, la créativité, la résolution de problèmes innovantes, etc. Et vous verrez que ça fait partie des compétences essentielles du XXIe siècle. Donc ça, c'est pour le Sri Lanka. Le Népal, puisqu'on a atterri au Népal, c'était pas prévu à un moment donné, et on a atterri au Népal. Et là, on a vécu une expérience de dingue. C'est celle que vous voyez là-haut, avec ma femme qui tient un énorme Lincanva. On s'est retrouvé dans une situation, donc on était parti faire des treks, évidemment, là-bas, et avec deux jeunes frangins qui font des missions humanitaires dans leur village, aussi un village reculé, rural. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les villages, là-bas, il n'y a pas d'hommes. On a l'impression de se retrouver comme au temps de guerre chez nous. En fait, pourquoi? Parce que les hommes partent travailler, donc aux Émirats, ou en Russie, au Japon. Donc les femmes sur place s'organisent en coopérative et en fait doivent s'occuper de tout de 5h du matin à 22h, à savoir des enfants, des jeunes, des anciens, du bétail, des champs, cuisiner au feu de bois, etc. Et elles doivent dégager un peu de revenus quand même pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc on est arrivé dans ce village, il y a une coopérative de femmes, vous les voyez toutes avec un beau sari, etc. Et avec ces guides que je leur avais parlé, puisque j'aide beaucoup les guides aussi à développer leur business avec toujours nos outils agiles, ils m'ont dit que ça serait très intéressant d'en parler à ces femmes et puis de faire un atelier. Alors moi, j'y croyais pas, j'ai dit, tu veux faire un Lean Canva avec des femmes de la rurale, de la coopérative. Il me dit, convaincu, il me dit ok, on y va. Et donc je me suis retrouvé un matin dans le village, il m'a dit c'est bon, aujourd'hui elles sont prêtes, on y va. Et là, on est sorti de là où on vivait, et puis on voit des petites fourmis rouges, ces femmes avec une chaise en plastique, toutes convergées vers un champ. Évidemment, moi je pensais, je lui avais expliqué les ateliers, je pensais qu'on allait faire ça dans une école rurale, etc. Et là, on arrive dans un champ, et on dit c'est là que ça va se faire. Et là, impro total, avec des personnes qui ne parlent que népali, et la plupart illettrés. Et donc ça s'est super bien passé. Déjà, ce qu'elles ont vachement appris, ce qu'elles nous ont dit, c'est que c'est des gens, ils ont l'habitude, c'est le palabre, donc c'est un grand cercle de 50 personnes, ça discute énormément, ça n'avance pas, donc on a tout cassé, et on est parti dans des ateliers comme nous on aime faire, par 4-5 personnes, le fameux bâton de parole pour s'écouter, etc. Et puis, on n'a pas pu faire tout le Lean Canva parce qu'elles n'avaient pas assez de temps, mais on a commencé à développer plusieurs cases du Lean Canva pour les faire penser, travailler sur les problèmes qu'elles rencontraient aujourd'hui, ce qu'elles espéraient, quelles pouvaient être les populations cibles vers lesquelles elles pouvaient se diriger pour développer plus de business quelque part, quelles étaient les premières solutions, etc. Et elles nous remercient encore là-dessus. Donc on a apporté ça. Toutes ces techniques aussi de facilitation dialogique, etc., donc moi qui me viennent des transformations agiles, on a essayé aussi de faire des expériences dans des écoles primaires typiquement, où pareil, l'enseignement est tellement instructionnel avec les tables, les rangs, etc., où on a travaillé, on a déstructuré en fait des salles pour les remettre en mode atelier et tout, pour faire travailler les enfants. Alors là, le prétexte, c'est qu'on leur a les fait travailler avec la personal map du management 3.0, etc. Alors, ils étaient tout timides au début, ils ne savaient pas. Et ma femme, vous voyez juste son t-shirt orange, elle passait son temps à éloigner les institutrices qui revenaient en mode classique pour dire aux enfants « fais ci, fais ça, machin, etc. » Et les gamins, évidemment, en une demi-heure, ils étaient conquis, on est resté plus longtemps et ça a vachement bien marché. Et le dernier truc, j'en parlerai un peu plus tard, qui est de ce côté-là, parce que ça, c'est une belle fierté récente. C'est ma femme qui vient pas du tout du monde de l'agilité, m'a demandé de l'aider. Elle travaille plutôt sur des projets sur les questions de santé. Et notamment, elle va accompagner ces femmes. Vous voyez Manju, une tailleuse locale avec sa petite machine singère avec les pieds, à réaliser en fait des serviettes hygiéniques réutilisables, parce que c'est un gros problème de santé dans ces pays-là. Mais en le faisant pareil de manière constructive, de manière appréciative, et que ça se fasse par de l'émergence et par petits pas. Donc on va retrouver un petit peu aussi ce qu'on a dans notre culture là. Et de sorte que c'est pas... Au début, elle arrivait par exemple avec les instructions. On s'est dit non,
On va les faire travailler, on va les faire découvrir, on va les mettre dans une posture réflexive à chaque petite étape. Et elles vont écrire leur notice, c'est ce qu'on voit, elles l'écrivaient chacun à leur tour pour qu'elles aboutissent à leur notice en népali. Donc nous ne comprenons pas grand-chose, on se faisait traduire le truc. Et ça a été assez génial parce que ça s'est passé en 3 heures, ce truc-là. Alors vous voyez même à côté de la femme qui taille, il y a un petit bout de chou, parce que là on a le droit, on a les bébés, enfin on a tout le monde qui vient. Ça a super bien marché. Et puis le lendemain, quand on s'est repromené dans le village, sa boutique était pleine. Elle était déjà en train de transmettre le truc à la communauté des femmes. Donc ça, c'est des trucs qui nous font plaisir. Et puis un petit dernier pour la route, ça c'est tout récent, c'est au Cap-Vert, parce qu'on était traînés au Cap-Vert. Et puis là, on a rencontré des jeunes. On va donc dans une guest house et on voit des beaux mobiliers en bois faits avec des palettes, avec des beaux tissus wax. Vous savez, les tissus africains. En plus, il y a eu la belle expo là, à Paris et tout. On dit c'est génial et tout ça. Et la dame qui a créé cette guest house qui s'occupe d'une association pour enfants, c'est une Française. Et elle dit, mais ces gars-là, tu vois, Laurent, ils ont de l'or dans les mains, mais il n'y a pas moyen de les faire décoller, etc., quoi. Et moi, je commençais à discuter avec eux et tout. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un coin de table, on a pris une feuille double, on a commencé à tracer un ligne canevas et tout. Puis, grâce à tout un tas de questions, d'essayer de leur mettre le pied à l'étrier. Voilà. Et puis, ma femme, de son côté, s'est occupée des femmes locales, encore une fois, pour leur apprendre à faire des serviettes hygiéniques réutilisables pour elles, pour les jeunes, etc., puisque c'est important. Alors, on m'a dit, c'est bien d'aller bosser très loin, mais il y a aussi, localement, il y a plein de choses à faire. Alors, pendant le Covid, j'ai fait de l'accompagnement de jeunes avec la plateforme demain.org. Et puis après le Covid, en fait, je travaille avec les outils que je vais vous présenter, surtout sur des sujets toujours d'employabilité. Donc, comment des jeunes, voire des moins jeunes, renforcer la singularité de leur profil, parce que bien souvent, on voit des CV, des lettres de motivation, etc. C'est plat, il n'y a rien, c'est du copier-coller. C'est encore pire que pire que pire grâce aux IA. Donc, on va les aider là-dessus. Et puis, pas mal de sujets où les gens qui sont en transition professionnelle, par exemple, et sont tentés par l'entrepreneuriat. Donc moi, je leur apporte des trucs sur ce que j'ai appelé l'entrepreneuriat agile. Ça a commencé, moi j'habite à Houille, dans le 78, avec une association locale, donc Pivot 78, qui est au Vésinet. Et puis, depuis 1 an, et là on va continuer, je vais démarrer d'autres sujets, je travaille sur The Human Safety Net. C'est un programme qui est animé par La Ruche à la demande de Generali. C'est pour de l'entrepreneuriat agile pour des réfugiés, voilà, de toute nature, qui viennent de partout sur la planète. Et la semaine prochaine, je vais démarrer avec le groupe Pulse 2 programmes sur l'entrepreneuriat agile, un au féminin, ça s'appelle Elle Ensemble, et un autre qui s'appelle Nouveau Cap pour les seniors, on m'a dit, Laurent, parce qu'il y a un besoin chez les seniors. Ce qui m'a un peu percuté, c'est on m'a dit les seniors, c'est 45 ans plus. Donc la barre senior, elle est à 45 là maintenant. Voilà, donc on va aller faire tout ça. J'y vais lundi et mardi, on va démarrer tout ça. Alors, pourquoi on fait tout ça, et puis surtout pour qui on le fait? Alors, l'histoire de tout ça, elle a commencé, donc je vous dis, je suis un grand voyageur. C'était avant le Covid, j'étais au Ladakh. Donc Ladakh, c'est paumé dans le nord de l'Inde, à la frontière des Himalayas. Donc là, on devait être à 4000-4500 mètres d'altitude. Et puis, quand on a même des guides, des chauffeurs, ou voir les gens qui nous logent, c'est très rudimentaire, ils vivent très durement. Et je me suis aperçu que j'avais une forme de conversation avec eux parce que moi, ils me faisaient vivre une super expérience que j'avais envie d'augmenter par le fait. Et au travers des conversations que j'avais avec eux, je m'apercevais qu'évidemment, derrière, je déroulais mon artillerie agile. Et là, j'ai dit, il y a quelque chose à faire, parce qu'on leur a donné envie, et il fallait y retourner. Alors, on devait y retourner, c'était avec mon fils ce coup-ci. On avait nos billets d'avion et tout. Il y a la bébête qui s'appelle COVID qui est arrivée, ça nous a scotché. Mais ça, au moins, ça nous a donné envie d'y aller. Et puis, le déclic, parce que moi je souffre quand même du syndrome de l'imposteur en permanence, donc qui m'a permis de le mettre en veilleuse, et j'adore le citer. J'ai trouvé une histoire fantastique, et je ne la spoilerai pas, donc vous irez la chercher par vous-même, qui s'est passée donc au Pakistan, une pas belle histoire, mais qui a bien rebondi grâce à un coach agile anglais qui s'appelle Kuber Shirazi. Donc je vous engage à aller voir aussi ce qu'il fait. Il a créé une super ONG. Et tout ça, je l'ai découvert grâce au navigateur de Moebius, donc qui est un super outil de Gabriele Benefield, dont je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc ils ont été, encore une fois, en utilisant un
grand nombre d'outils agiles qui viennent de l'agilité et une posture, à arriver, ce qu'on appelle, à redignifier des familles, des vies qui étaient amochées, enfin, ce genre de choses, redonner des chances grâce à ça. Donc quand j'ai lu tout ça, j'ai dit, c'est bon, je pense que ça vaut le coup qu'on y aille, et puis on va y aller. Donc le propos initial de l'ONG que j'ai créée, c'était en effet de redonner de la dignité à des populations défavorisées, donc initialement dans des pays lointains, et puis finalement on se trouve ici, et donc en leur permettant d'accéder à de l'autonomie financière, sociale, professionnelle, tout en prenant soin de notre planète, parce que l'idée, c'était pas de les aider à contribuer à des projets qui allaient en plus entamer notre planète. Et puis mes meilleurs espoirs par le fait, dans les découvertes qu'on a pu faire, donc comme je vous l'ai déjà dit, c'était par le fait d'essayer de déployer l'employabilité chez ces jeunes et ces moins jeunes qui sont en carafe, qui n'arrivent pas à trouver de job dans leur environnement. Et puis en travaillant là-dessus, en fait, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y en a plein, plutôt qui voulaient développer leur micro-entreprise, ou enfin qui étaient un petit peu tentés par ça. Et puis finalement, en avançant encore, on s'est aperçu qu'on arriverait à le faire. C'était aussi en travaillant sur la partie bien en amont, donc sur l'enseignement que recevaient ces jeunes, etc. Donc beaucoup trop instructionnel. Et donc on pouvait essayer, grâce à nos approches, de contribuer à ce qu'on appelle la réduire les fractures entre ce qui est attendu dans le monde réel et ce à quoi sont exposées ces personnes. Et on va parler des compétences du XXIe siècle. Alors les personnes pour qui on aime travailler ou contribuer, j'ai quelques personnages, je vais vous en présenter juste 2-3. Typiquement, cette jeune fille, je vais en retrouver plusieurs d'ailleurs au mois de janvier. Donc, c'est vraiment des jeunes adultes, hein, entre 19 et 25 ans, donc qui sont un peu plantés en zone rurale dans ces plantations de thé, qui ne voient pas d'avenir et qui n'ont qu'une envie, c'est de devenir déjà indépendantes aussi, parce qu'il y a aussi des problèmes d'organisation familiale, etc., donc d'arriver à une certaine autonomie, et qui veulent créer alors tout un tas de choses. Alors les jeunes filles, souvent, c'est des marques, elles veulent créer des marques de produits artisanaux, de vêtements sains, ce genre de choses. Et j'ai vu pas mal de jeunes filles et jeunes garçons aussi tenter des aventures éco-responsables à partir du recyclage de produits. Ils ont tout un tas de super idées, en fait, ces jeunes-là, mais ils ne savent pas les mettre en forme. Et l'ONG avec qui je travaille n'avait pas forcément les outils. Alors ce que je précise, je vais le préciser maintenant parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Cyril à la pause. Quand je vais là-bas, j'interviens jamais seul, j'interviens toujours au travers d'une structure locale qui connaît le contexte, qui connaît les personnes, parce qu'il y a des gaps interculturels qui peuvent être conséquents. Et surtout, on peut arriver dans des zones où les gens sont traumatisés. Donc moi, je ne suis pas forcément thérapeute, mais on va arriver avec des personnes qui sont capables de voir et de mettre les sécurités nécessaires pour pas qu'on aille faire de dégâts. Alors, voilà, je vais vous dévoiler. Alors, c'est ce que vous retrouverez dans le guide pratique, dans le starter kit que j'ai mis. Voilà typiquement le parcours en termes d'entrepreneuriat agile qu'on propose à ces jeunes. Donc, ça va durer entre 3 et 5 jours. Et c'est ce que je fais également maintenant en France sur les différents programmes que j'ai. Le premier, on fait tous ces ateliers-là. Donc déjà, s'ils ont plein d'idées et tout, on va essayer de clarifier un peu tout ce qu'ils ont en tête, parce que généralement, c'est un sac de nœuds. Je vais aller chercher le Start with Why de Simon Sinek, un grand classique. Et même s'ils étaient un peu convaincus de ce qu'ils avaient à faire, etc., finalement, on passe pas mal de temps sur ce sujet-là, quoi. Après, suivant ce qu'ils ont en termes dans les tripes, en termes de motivation, on va peut-être aller renforcer tout ça avec le fameux Ikigai. Donc l'Ikigai ne vient pas de l'agilité, c'est un outil qui date de la nuit des temps, mais je l'ai introduit. Et puis, ce que je me suis aperçu, au travers de tous les accompagnements que je fais, ils sont tous fiers de parler de leurs produits. Ils ont même préparé des slides, etc. Et le client, le bénéficiaire, il est où dans cette histoire? On verra plus tard. Puis après, évidemment, ça ne marche pas. Il n'y a personne qui achète, ou comment je fais pour vendre mon truc, etc. Donc, on passe aux personas. Donc, les personas, ça vous parle, et là, on va les faire travailler à mort sur leurs personas. Donc déjà, là, en général, ça calme un peu. Derrière, on va enfourner tout ça dans le canevas de la proposition de valeur, de Strategizer. Et puis, comme on va durcir un peu tout ça, je les emmène dans le Lean Canva. Moi, je préfère le Lean Canva au Business Canva, puisque c'est avec ça que j'avais créé Rupture 21. Pourquoi? Parce qu'il y a une case, moi, que j'aime beaucoup, c'est le Unfair Advantage. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ton truc, il va déchirer, que les gens, ils vont piquer, prendre, et un truc qui est imbattable, quoi. Et si cet aspect-là, il n'est pas assez bien ferré, je vais utiliser la matrice de différenciation, donc c'est le Purpose Alignment Model,
que vous trouverez dans le bouquin Stand Back and Deliver. Pareil, qui paraît simple comme ça, mais là, ça durcit un peu les choses. Et puis derrière, comme il va falloir s'orienter pour aller rapidement sur un MVP, je vais utiliser le guide du voyageur du futur. Alors, tous ces trucs-là, vous les retrouverez, j'ai fait des vidéos sur mon site, etc., si vous ne les connaissez pas. Mais le guide, c'est pareil, j'aime beaucoup les canevas, la festivation graphique, donc ces petits outils-là qui vont permettre notamment, le guide du voyageur du futur va permettre de rassembler un petit peu tous leurs espoirs, leurs envies, ce qu'ils veulent. Déjà, tout ce qu'ils ont à disposition pour pouvoir réaliser leur projet, puis de commencer à segmenter leur projet en piliers. C'est quoi les 3 ou 4 piliers qu'il va falloir que je fabrique pour que mon truc il fonctionne quelque part. Et ça, après, derrière, plouf, on l'injecte dans le navigateur de Moebius et c'est parti pour déclencher le premier MVP. Et puis après, de leur mettre la boucle et ça y est, ils ont le pied dans l'agilité. OK ? Donc, c'est un programme intense. Ça marche très bien. Ils adorent ça parce que c'est extrêmement pragmatique. Il n'y a pas de tralala et ça fonctionne très très bien. Deuxième personnage, j'ai pris l'exemple de Bikash, un enseignant rural. Donc c'était au Népal. Et quand il nous a vu faire tout ça, et notre façon d'aborder les choses, notre posture, où on n'est pas là en tant que sachant, etc., mais on crée des espaces où tout ça, ça émerge, etc., ils ont voulu aller plus loin. Et donc, j'écris des guides pour ça. Et donc, j'écris un guide, notamment, donc, qui est disponible sur ce que j'ai appelé Dialogic Teaching. Et comment leur enseigner tout ça? Donc, on va aller chercher du host leadership, très important pour avoir cette posture d'hôte, invitationnelle, créer des espaces. Ce langage orienté solution qui vient du monde de la thérapie brève pour favoriser l'émergence. Et puis, depuis 3 ans, je me suis formé aux pratiques narratives. On va également utiliser le questionnement des pratiques narratives. On utilise aussi un peu on leur donne des ateliers un peu clés en main. Moi, je ne vais pas chercher bien loin. Les liberating structures, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Ça suffit bien, c'est pragmatique. En plus, il y a l'application dans le smartphone. Ça, ils aiment bien. Donc, c'est nickel. Voilà. Et puis, ce qui se passe avec le Dialogic Teaching, ce que je vous ai mis là, en fait, c'est que je vais y revenir derrière, c'est que c'est complètement en phase, je vais y revenir juste après, avec les compétences essentielles du XXIe siècle qui ont été identifiées par le World Economic Forum. Donc, on tape dans le mille. Le petit dernier que je vais vous présenter, puisque ça fait pas longtemps que j'ai essayé de faire ça, malheureusement pour moi, c'est très dur à pénétrer ce monde-là, qui est très, très fermé par le fait, c'est de travailler avec les missions locales. Donc j'essaye de travailler avec la mission locale qui est à côté de chez moi. Donc les jeunes, alors j'aime pas du tout le terme, les décrocheurs, comme s'ils ont décroché, je pense que c'est plutôt le système scolaire qui a décroché, pas eux. Et qu'il faut les reconnecter, leur redonner, en général, c'est des gens, ils sont paumés, ils n'ont plus de motivation, ils savent plus trop où ils en sont, etc. Donc on commence à faire des ateliers avec eux. Puis là, ce que j'ai fait, j'ai détourné en fait un atelier que j'aime bien pour commencer, donc des Moving Motivators. J'en ai fait une version spéciale pour ces jeunes-là. Et puis on a démarré avec ça, ce qui leur redonne un peu de flamme, etc. Et puis après, on va continuer avec d'autres sujets. Donc là, c'est juste à côté de la maison. Donc ça me plaît bien aussi de faire ce genre de choses. Voilà, et puis il y en a plein d'autres. Donc il y avait Fatou au Cap-Vert. Alors Marc, 45 ans, donc un entrepreneur en transition professionnelle ou néo-entrepreneur qui est à côté de chez moi, là par l'association Pivaudet. Et donc les personnes que j'essaye d'embarquer avec moi, et là où c'est difficile, c'est Sophie par exemple. J'ai mal choisi le prénom d'ailleurs, puisque c'est le prénom de ma femme aussi. Coordinatrice en mission locale, et j'avoue que je bute sur des murs. C'est un monde qui est, je ne sais pas si je peux dire déconnecté, mais qui n'est pas connecté à ce qu'on fait. Et c'est très très compliqué, je trouve, de rentrer dans ce monde-là, malheureusement. Donc avec d'autres associations, on a un projet de monter carrément ce qu'on a appelé une mission locale 3.0, où on va y aller avec notre sauce, nos outils, etc., parce qu'on voit que ça marche super bien. Alors, quelle heure il est? Comment on fait tout ça? Alors, je vous en ai déjà parlé, donc ça c'est juste un résumé. Donc, on utilise beaucoup de ce qui vient du monde du développement dialogique des organisations. Je vais vous faire un tout petit rappel juste après de ce que c'est pour qui ne connaissent pas. Depuis un certain temps, j'utilise un cadre qui est défini par 2 propulseurs aussi qui permettent de cadrer notre démarche, de ne pas partir dans le décor et surtout de nous connecter très facilement avec les mondes vers lesquels on va, justement. On utilise tout ça donc avec le meilleur des pratiques agiles. Donc on a énormément d'ateliers, donc on ne va pas tous les utiliser, mais par contre derrière, j'ai segmenté ça en 14 parcours différents.
en fonction des sujets, où on va faire quelques-uns des ateliers, mais ils sont tous connectés, évidemment, ils se déversent tous l'un dans l'autre. Et puis un dernier parcours que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, je vous en parlerai aussi après. Donc le propos d'être dialogique, en fait, c'est une posture qui est vraiment en retrait, invitationnelle, et où on se contente, entre guillemets, de créer et de faciliter ce qu'on appelle des espaces génératifs de solutions. C'est-à-dire dans lesquels ce sont les personnes qui vont co-créer, c'est eux les sachants. Donc nous, on a une posture qui est totalement décentrée, c'est eux qui sont au centre. Par contre, on est influent de par le contexte qu'on va créer, le questionnement qu'on va proposer, et une démarche complètement appréciative et constructive, puisque ça me vient du monde de la thérapie brève. Ce qu'on voit, tout ça, c'est que c'est réellement vecteur de créativité, beaucoup de motivation, et surtout, ce qu'on va chercher derrière, c'est de l'engagement, parce que c'est pas à l'issue des ateliers, etc., qu'on propose, que ça, le soufflet, il retombe et qu'il ne se passe rien. C'est qu'il y ait du concret derrière. Alors, juste un petit... Donc, la différence entre voie diagnostique et voie dialogique, en généralement, les approches diagnostiques qu'on avait à l'ancienne, et c'est des trucs dont on a souffert énormément, je pense, dans les transformations agiles pendant très longtemps, c'est on arrive, on dit il y a un putain de problème. Donc ça, on est fort en France pour patauger dans le problème, décrire le problème, ça va pas, etc. On balance un diagnostic, donc des fois on voit des armées de consultants qui déboulent pendant 3 mois, qui vont nous désosser, etc. Et puis voilà, qui vont remettre un gros paquet de slides au top management en disant ça y est, on a une vision de là où on veut aller. Derrière, management super content, qu'est-ce qu'on fait? On planifie une implémentation, des task force, on y va à fond, on met toute la comitologie de contrôle, évidemment pour que ça se passe bien. Ça va durer 2 ou 3 ans, en général ça ne marche pas. 3 ans, c'est en général la date d'expiration du top manager, il y en a un autre qui va passer, et on recommence. Voilà, moi j'ai subi ça, vous regarderez sur LinkedIn d'où je viens, je ne vais pas citer, avant de changer, de monter ma boîte et puis d'emmener les gens plutôt sur la voie dialogique. La voie dialogique, on se dit, bon, bah, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il faut s'adapter, il faut changer. Donc, on va commencer par clarifier le changement adaptatif qu'on doit opérer. Donc, on n'est pas du tout dans le même registre de vocabulaire, déjà. Et puis, derrière, on ne va pas faire ça tout seul. On va inviter les collaborateurs. C'est eux les sachants, c'est eux qui savent par le fait. Et on va formuler une belle invitation. Donc, c'est pour ça qu'il y a la partie host leadership, le côté invitationnel et pas forcé qui change. Alors, il y a des managers, ils flippent avec ça, mais s'ils ne viennent pas, bah, comme ça, tu auras un indicateur. Et ensuite, on va engager toutes ces personnes-là dans des espaces génératifs de solutions. Donc là, c'est là, nous, les artistes de la facilitation, etc., on va créer des choses qui vont leur permettre de pouvoir co-créer des solutions. Et surtout, derrière, on va leur foutre la paix pour qu'ils réalisent des expériences de manière auto-organisée, avec un minimum de cadre, mais pas trop. Et surtout, on va leur donner des clés pour apprendre à apprendre des résultats. Et ensuite, on va déployer les réussites. C'est très proche du modèle du cœur de l'agilité de Alistair Cockburn. Vous allez retrouver ces choses-là. Alors, ce qui est marrant, les gens qui sont derrière le développement dialogique des organisations, c'est des sociologues, psychologues, philosophes, etc., qui ont écrit des merveilleux petits bouquins où ils parlent d'agilité toutes les 3 pages, mais pas du tout l'agilité au sens du manifeste. Mais moi, j'ai trouvé les vraies sources de l'agilité que j'aime dans ce truc-là. Donc dans les slides, vous les aurez, je vous ai mis mes livres de chevet. Hosting Generative Change, c'est des bouquins de 100 pages. Si vous voulez aller un peu plus en profondeur, il faut aller sur tout ce qui est social construction. Alors c'est pas en français aujourd'hui, mais des choses très intéressantes. Donc qui viennent du monde du constructivisme social. Et puis pour ceux qui veulent utiliser ces techniques de conversation qui viennent du monde de la thérapie, mais qui sont utilisables sans être thérapeute dans un monde de conversation, la partie Solution Focus avec Mike Markergo, et je vous ai donné un petit bouquin vachement sympa à lire de Alice Morgan sur les thérapies narratives. Il existe en français, celui-là, si vous le voulez. Voilà. Alors, je vous ai parlé des propulseurs et du cadre dans lequel on essaye de rester pour être sûr qu'on ne part pas en dérapage incontrôlé avec notre asso. Il se trouve que on est fortement inspiré par les travaux du Forum économique mondial et notamment les rapports que cette institution publie régulièrement. Le dernier, c'était début 2025, sur les compétences essentielles, notamment que les jeunes doivent avoir pour pouvoir être synchro avec la réalité du marché du travail. Et donc, ce qu'on voit typiquement, dans l'ancien rapport qui a été publié il y a déjà un certain temps, on voit que les compétences essentielles, c'était quoi? Donc, tout ce qui est
Analytical thinking, je vais avoir du mal même à le traduire aujourd'hui. Donc pensée analytique, c'est ça, non, un truc comme ça. Bon, la résilience, la flexibilité, le leadership, l'influence sociale, creative thinking, ça j'adore, la motivation, etc. Donc nous, on travaillait déjà là-dedans. Et par contre, quand vous voyez le rapport qui est sorti là au mois de janvier, qu'est-ce qui est passé devant tout ça? L'intelligence artificielle, la cybersécurité et la maîtrise un peu de la tech. Parce qu'il faut savoir que dans ces pays où on intervient, il y a ce qu'on appelle une divide, donc une fracture juste énorme. Donc il y avait déjà une fracture énorme sur l'utilisation ne serait-ce que d'un ordi, hein, ce genre de choses. Et là, on les laisse complètement à côté du monde de l'IA, ce qui leur donne, ils sont déjà défavorisés, ce qui leur donne encore moins de chances d'essayer d'attraper un job. Donc on va essayer de récupérer ça. Heureusement, les autres compétences plus humaines sont toujours là. Et nous, on va continuer à opérer dans ce cadre-là, quoi. Mais on surveille étroitement ça parce que ça donne quand même de bonnes indications. Je vous encourage à aller lire les rapports. Il y en a qui sont tout en format très graphique et tout. C'est super intéressant parce qu'évidemment, il y a aussi une analyse des jobs qui vont émerger et des jobs qui vont disparaître. Donc, on accompagne les jeunes. C'est intéressant de les aiguiller sur des jobs qui vont plutôt rester que disparaître, quoi. L'autre propulseur qu'on utilise, et ça c'est grâce à un certain nombre de jeunes qu'on a accompagnés, je connaissais moyennement, mais maintenant c'est devenu central, et c'est un moyen de vraiment de s'accorder pour leur permettre de cadrer leur projet, c'est les 17 objectifs de développement durable, puisque heureusement la plupart des jeunes sont très sensibles à ça, ils vont essayer d'inscrire leur sujet là-dedans. Donc ce qui nous donne plein de clés aussi pour enrichir tous les outils classiques qu'on a et d'avoir un questionnement qui va être lié par rapport à ces objectifs de développement durable, et puis donc de cristalliser encore mieux leur projet. Alors, ce slide, il est un peu costaud et il rassemble, vous l'aurez pour le digérer tranquillement, rassemble déjà un certain nombre de choses, mais en fait, c'est notre sauce magique que j'avais appelée Agile Humanware à un moment donné, où on retrouve un peu tous les ingrédients qu'on va utiliser dans notre tambouille. Donc, vous retrouvez le cœur de l'agilité, le host leadership, les canevas agiles, la facilitation graphique, le langage orienté solution, voilà, les pratiques narratives, les liberating structures, etc. Donc ça paraît énorme. Bon, après, c'est tout un chemin de vie pour arriver à utiliser tout ça. Mais en fait, je pense qu'on est arrivé à intégrer tout ça d'une manière très harmonieuse. Toutes ces choses-là, en fait, se nourrissent mutuellement et fonctionnent très bien ensemble. Juste peut-être la partie management 3.0, on va l'utiliser uniquement dans certains cas, quand il y a vraiment... alors soit pour la motivation des jeunes, pour ce genre de choses, soit quand on a des managers. Voilà, et donc comme je vous l'ai dit, dans ce qu'on fournit, on a décliné ça en plein de parcours pour pas que les gens se noient. Et donc en fonction des sujets, de l'état d'avancement de leur projet, ils ont tout ça, en fait, à leur disposition. Le dernier parcours qu'on a fait qui marche plutôt bien, j'ai dit tiens, on va essayer d'intégrer ça donc sur une semaine type. Et je me suis inspiré en fait du design sprint de Google Venture, mais j'ai mis sur les différentes étapes en fait nos différents ateliers. Et ça m'a permis aussi de causer avec des gens qui connaissaient déjà ce modèle-là, mais qui ne l'avaient pas appliqué justement sur l'accompagnement de personnes. On voit que ça fonctionne bien aussi. Donc autant, moi j'aime bien réutiliser ce qui existe et ce qui fonctionne bien, plutôt que d'aller réinventer la poudre. C'est pas mon style. Sur l'employabilité, on a d'autres parcours. Alors là, on va utiliser... au début, j'utilise beaucoup plus l'arbre de vie de Dina Scherer. Alors je vous encourage vraiment à aller voir cet outil-là qui est juste extraordinaire d'un point de vue perso pour les équipes, pour pouvoir justement aller faire un petit tour dans son passé, ses forces, ses faiblesses, surtout ses forces, ses compétences, ses valeurs, et puis travailler vraiment sur ses projets, sur ce qu'on souhaite, etc. C'est une très très belle métaphore. On va utiliser l'ikigai aussi, et puis derrière, ces gens-là, comme ils ne savent pas forcément vers quel recruteur aller, je vais les aider à identifier et personnaliser un peu les recruteurs. Je vais utiliser les personas, toujours, pour qu'ils imaginent un peu, qu'ils se mettent à la place de leur recruteur. Donc ça leur fait tout bizarre au départ, et puis il y a le côté oser, lâcher prise. Et puis après, je vais leur faire mûrir leur proposition de valeur, c'est-à-dire toi, si tu veux que je te recrute, parle-moi de toi, qu'est-ce que tu vas m'apporter et en quoi ça va correspondre à ce dont j'ai besoin. Un petit coup de matrice de différenciation pour développer et épaissir la singularité de leur histoire, ça marche très bien aussi. J'ai oublié de l'amener ici, mais je leur fais faire aussi une petite product box plutôt qu'un CV. Petite product box dans une jaquette de DVD, ça marche très bien pour aider à se présenter. Et surtout, quand ils vont aller en entretien, ils vont la mettre sur le côté, ça les rassure, ça leur sert d'anti-sèche. Et puis surtout, c'est de ne pas rester là, il faut avancer, il faut faire des tests, etc. Donc, ils ne vont pas échapper à la boucle de Moebius pour pouvoir aller trouver un job, un stage, ce genre de choses.
Dans les retours que j'ai pu avoir, et ceux qui me l'ont fait, c'est bon, renforcement de la motivation. Ce qu'ils m'ont surtout dit, c'est grâce à toi et grâce à ce que vous faites là, nous, on n'était vraiment pas assez centré sur nos clients, nos bénéficiaires, donc c'est normal qu'on ait des problèmes, qu'on se pose tout un tas de questions, que ça ne marche pas. Alors après, ils ont des cours de force de vente, de machin, etc. Et puis, dans les derniers retours, je crois que et puis ce qu'on me redemande d'ailleurs pour les prochains programmes, c'est d'apprendre rapidement, en avançant rapidement, donc ce qui est typique de notre culture. Donc d'aller tout de suite sur des MVP, mais des MVP à 2 balles, quoi, mais qui sortent de leurs ordi, qui sortent de leurs trucs, etc. Et puis d'aller au contact, en fait, des personnes. En général, ils apprécient beaucoup les canevas aussi, parce que pour eux, c'est très clair, c'est très simple, c'est frugal comme approche. Voilà. Et puis ça, aujourd'hui, même, je travaille avec ma femme, montée à bord. Il y a Fabrice qui est aussi à bord, d'autres personnes qui commencent. Ouais, il vient de me faire 5 minutes. Donc l'idée, c'est, je ne peux pas faire ça tout seul, continuer à faire tout seul, puis ce n'est pas mon propos pour ceux qui me connaissent. Donc j'ai écrit des guides super pratiques. Donc j'ai oublié de l'en emmener, en plus je suis venu un peu les mains dans les poches. Donc c'est des guides vraiment super pratiques avec plein de fiches à l'intérieur. Et en fait c'était une promesse au début que j'avais fait au Sri Lanka. La première année que j'étais venu, on a fait plein d'expériences et tout ça. Et j'ai dit je reviens l'année prochaine. Mais en plus je vais vous écrire un guide avec tous ces ateliers, etc. que vous pourrez faire par vous-même. Et comme ils ont plein de centres qui s'ouvrent quelque part, de pouvoir scaler. Donc il y en a sur l'entrepreneuriat agile, il y en a sur les organisations dialogiques, sur la pédagogie dialogique, sur le management 3.0. On a commencé à écrire des choses, alors ça c'est avec mon fils, sur tout ce qui est travailleurs sociaux pour les jeunes aussi. Voilà. Et donc ces guides-là, en fait, quand vous avez chaque atelier dedans, donc il y a un atelier Lean Canva, etc., c'est pas le Lean Canva en soi qui est déjà intéressant, mais c'est que derrière, il y a plein de fiches et il y a plein de questions. Pour chaque bloc du Lean Canva, vous avez au moins une dizaine de questions, etc., pour farfouiller, creuser, etc. Donc, soit ça s'utilise en mode auto-coaching. Moi, ce que je fais avec eux, comme j'aime bien des grands groupes, 30, 40 personnes, c'est qu'en fait, ils se mettent par 2 ou ils se mettent par 3, puis ils se coachent entre eux, parce qu'en fait, ils ont les mêmes sujets à couvrir. Et puis, il y a un côté humilité, partage, don contre don, que j'aime bien dans tout ça. Donc, voilà. What's next? La prochaine, ce qu'on me demande, c'est de les emmener sur le terrain de l'IA, parce qu'ils en sont loin. Alors j'utilise les IA, moi, d'une façon particulière, en mode dialogique, et j'en parlais pour taquiner Fabrice, en mode socratique aussi. Donc comment utiliser l'IA comme un coach, pas pour générer du contenu, mais plutôt comment étirer la réflexion, comment challenger, etc. Puis on commence à créer des agents là-dessus. Alors ça, on me l'a demandé en France tout de suite quand j'en ai parlé. J'ai fait un MVP, c'est ma petite affiche, je l'ai distribué. On m'a dit viens, donc ok. Et donc je vais aller faire ça aussi au Sri Lanka. Et puis pour conclure, un dernier petit mot, même si elle n'est pas là parce qu'elle est occupée aujourd'hui, sur ce que fait Sophie. Donc elle développe tout un tas de programmes. Donc ça fait partie aussi des 17 objectifs de développement durable, donc pour les femmes. Donc pareil, on a toute une série de personas aussi, que ce soit des travailleurs sociaux, que ce soit des instituteurs, que ce soit directement des jeunes femmes ou des mamans. Et donc typiquement, je vous en ai parlé tout à l'heure, on démarre par ça, puisque c'est un vrai sujet de société dans ces contrées-là. Et puis, il y aura d'autres sujets qui vont venir. Et comme on est entier, ce qu'on fait, c'est qu'on s'applique à nous-mêmes, évidemment, tous ces principes-là. Donc typiquement, moi, d'ailleurs, je fais le geste, j'ai de la boucle de Moebius à l'intérieur qui tourne en permanence. Donc on n'en reste pas là. C'est-à-dire que si on veut savoir si ce qu'on fait est vraiment impactant, c'est difficile de le savoir à distance, donc il faut retourner sur place. Donc moi, du 15 janvier au 1er février, je suis au Sri Lanka, je retourne les voir. On va regarder un peu les impacts et puis on va leur apporter d'autres choses. Et puis on essaye de trouver aussi des nouveaux projets. Donc là, on a rempli un appel à projet pour la Tunisie, typiquement. En train de regarder un truc pour le Sénégal aussi. Il y avait aussi Madagascar aussi, avec un coach agile aussi. L'idée pour nous, c'est de se challenger à chaque fois aussi. On va aller sur des cultures qui sont différentes. Donc moi qui ai vécu 3 ans en expat en Inde et grand voyageur, ça m'intéresse beaucoup. Et puis de refuser le statu quo, puisqu'on est agile par nature. Et l'idée, c'est que cette année, je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu d'autres sujets à traiter, mais l'idée, évidemment, c'est d'embarquer des nouveaux membres dans notre ONG, donc typiquement des gens de la communauté agile comme vous. À partir du moment où on aura des terrains de jeu différents, c'est que si on peut apporter tout ça à notre belle planète, faisons-le ensemble, tout simplement. Donc on a notre vice-président qui se cache là derrière son téléphone, qui est Fabrice Bloch, que vous connaissez bien, qui a l'habitude de monter des grosses assos, donc qui sans arrêt me fouette pour faire des AG, avoir des adhérents, etc. Parce que alors moi, c'est vraiment pas du tout mon truc, quoi. Et pour essayer de faire un peu grandir cette ONG. Et puis
qu'on puisse continuer à impacter ce beau monde avec donc, les outils que j'ai utilisés en permanence quand j'étais responsable des gros centres agiles à la Société Générale, voilà, je vous l'ai dit. Et puis après, quand j'ai monté Rupture 21 et quand j'ai fait l'accompagnement en fait, de plein de belles entreprises. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que ça va vous donner envie. Donc ok, hein, moi je rêve parce que je voyage beaucoup, mais on peut le faire vraiment à côté de chez soi, dans des assos locales, même avec des instituteurs, des enseignants, etc. Il y a plein de belles trucs, de belles choses qu'on peut faire pas loin de chez nous. Donc si c'est des outils que vous maîtrisez, surtout la belle posture, ça donne un oxygène complètement dingue. Ça renforce le sens, je pense, et on en a tous besoin aujourd'hui. Et puis je crois que ça fait partie de l'ADN des agilistes, hein, d'être généreux quelque part. Voilà.